Bonjour, nous recevons aujourd'hui François Fillon, ancien Premier ministre. Il était l'invité du Club de l'Écho et il va répondre à nos questions. Première question, François Fillon, est-ce que vous êtes pour la France apaisée? Je suis surtout pour une France active qui retrouve l'espoir en elle-même. Voilà, je pense que le problème de la France aujourd'hui, c'est pas d'être apaisée, c'est d'être combative. On est en train de se faire progressivement bousculer dans un monde qui change profondément et l'essentiel de nos difficultés vient de notre déclin économique. C'est la raison pour laquelle, pour moi, l'apaisement n'est pas la priorité. Et quand Marine Le Pen utilise ce slogan, la France apaisée, ça vous fait quel effet? Je pense que Marine Le Pen n'a aucune solution pour redresser la France. C'est pour ça qu'elle propose ce slogan qui est sympathique, naturellement, et rassembleur, mais qui n'a aucune efficacité. La France sera apaisée le jour où elle aura confiance en elle-même. Pour qu'elle ait confiance en elle-même, il faut d'abord que sa jeunesse soit formée et qu'elle trouve un emploi. Voilà, c'est ça l'essentiel. Si l'on revient sur les dangers de l'Europe, estimez-vous dans la crise des migrants, qui ont nourri aussi le Front National, que l'Allemagne, Angela Merkel, a fait des erreurs? On a tous fait des erreurs. Angela Merkel en a fait une en pensant que l'Allemagne était suffisamment forte pour absorber 1 million de migrants dans des conditions de désordre total. Elle s'en mord aujourd'hui les doigts, mais on ne peut pas dire que la France a été très vigoureuse dans sa réaction. Et surtout, les Européens n'ont pas anticipé ce phénomène migratoire. Après tout, on pouvait l'anticiper. Ça fait plus de 3 ans que la guerre civile en Syrie se déroule sous nos yeux sans qu'on ait pris au fond la mesure de cette guerre. On a cru pendant des mois et des mois que Bachar el-Assad allait sauter comme tous les dictateurs du Proche-Orient et que la question allait se régler toute seule. C'est la cause aujourd'hui des difficultés que nous rencontrons. Donc on ne peut pas tout mettre sur le dos de l'Allemagne. Et alors, comment peut-on avancer? On voit Schengen qui se délite, la crise de l'euro qui n'est pas complètement réglée et les Britanniques qui menacent de quitter l'Europe. Est-ce que vous trouvez que la réponse de la France est à la hauteur de la situation? On est en train d'assister, impuissant et passif, au délitement du projet européen au moment où on a plus que jamais besoin de l'Europe pour se défendre. On a des menaces qui sont des menaces économiques, technologiques, mais on a aussi des menaces physiques, militaires. Je ne veux pas jouer les Cassandres, mais on peut imaginer demain que le totalitarisme islamique prenne le pouvoir sur une grande partie de la rive sud de la Méditerranée, ce qui serait un scénario catastrophe pour l'Europe. Donc face à ça, il faut que l'Europe se réinvente. Et il faut qu'elle utilise ses faiblesses pour se réinventer. Il y a un problème de frontières. Ce n'est pas en recréant des frontières nationales qu'on va sécuriser la situation de l'Europe, c'est en recréant des frontières européennes et en changeant de politique migratoire. Il y a un pays très important, la Grande-Bretagne, qui veut s'en aller. Ce n'est pas en assistant impuissant à son départ qu'on va améliorer le fonctionnement de l'Europe. Concrètement, c'est qu'est-ce qu'il faut proposer à David Cameron? Un nouveau projet européen qui serait concentré sur quelques politiques stratégiques essentielles, une monnaie européenne puissante. David Cameron ne voudra pas y adhérer, mais ça n'est pas une raison pour nous empêcher, nous, de le faire, notamment pour lever un peu le poids de la domination économique américaine qui passe par le dollar, une politique énergétique commune qui nous permettrait de gérer la transition énergétique, de nous détacher un peu de la dépendance à l'égard de la Russie et d'avoir des coûts énergétiques qui permettent à l'industrie et à l'économie européenne d'être compétitive, une politique de frontières et une politique migratoire, une politique de défense. L'Europe ne peut pas rester sans défense face aux menaces aujourd'hui, et enfin une politique d'innovation, de recherche et une politique dans le domaine numérique. On voit que les grandes entreprises américaines progressivement prennent le contrôle de pans entiers de l'économie mondiale. L'Europe ne peut pas rester indifférente à cette situation. À vous écouter, le dollar, le numérique, finalement l'adversaire de l'Europe, c'est énormément les États-Unis. Ce n'est pas un adversaire, mais c'est un compétiteur extrêmement dynamique, et il faut le reconnaître, et d'ailleurs il faut s'inspirer parfois de leur mode de fonctionnement et comprendre pourquoi ils sont aussi dynamiques, mais c'est un acteur qui défend ses intérêts. On est naïf vis-à-vis des États-Unis? Bien sûr qu'on est naïf vis-à-vis des États-Unis. On le voit. En ce moment, il y a un dossier très intéressant, c'est l'ouverture du marché iranien. Grâce aux accords que d'ailleurs les Américains ont largement voulu, l'Iran va progressivement sortir de la situation de paria dans laquelle il se trouvait. Il y a un immense marché de 90 millions d'habitants. Les États-Unis font tout pour empêcher les entreprises européennes d'y entrer.
C'est une compétition que je comprends, mais c'est une compétition que l'Europe ne peut pas accepter. Est-ce que vous êtes pour la conclusion d'un traité de libre-échange transatlantique? Je pense qu'il est mal négocié et donc je suis extrêmement prudent à cet égard. Et pour le moment, moi, je souhaite que la France ne laisse pas se dérouler jusqu'à son terme cette négociation. De même que je ne comprends pas pourquoi l'Union européenne accepte de rentrer dans une négociation sur la reconnaissance de l'économie chinoise comme une économie de marché, alors que les États-Unis ne l'acceptent pas. Et ça a été signé, c'est l'Europe qui a dit, 15 ans après l'adhésion de la Chine à l'OMC, on lèvera les barrières anti-dumping traditionnelles et donc elle aura le statut d'économie de marché. On ne peut pas le faire si les États-Unis ne le font pas. Et ça montre bien d'ailleurs qu'il y a une différence fondamentale de fonctionnement entre l'Union européenne et les États-Unis. L'Union européenne procède à partir des textes, des accords qui sont signés, respecte sa parole et c'est très bien, mais ne défend pas ses intérêts. Les États-Unis, ils ont signé les mêmes accords et aujourd'hui, ils refusent d'engager cette discussion. Je considère que tant que les États-Unis refusent de l'engager, il n'y a aucune raison que l'Europe le fasse. Passons à la Russie. Est-ce qu'il faut lever les sanctions dont est victime la Russie? Et bien sûr, il faut le faire. D'abord, il faut le faire parce qu'il faut mettre un terme à cette espèce de guerre froide, stupide et dangereuse entre l'Europe et la Russie. Et deuxièmement, parce que nous avons décidé de mener ensemble un combat. Le président de la République à Versailles a annoncé que désormais la France et la Russie combattaient ensemble contre l'État islamique. On ne peut pas combattre ensemble en Syrie et s'imposer des sanctions dans la vie quotidienne. Ça n'est pas possible. La France a pour allié principal l'Arabie Saoudite. Est-ce que François Hollande a fait le bon choix stratégique? Est-ce qu'il faut continuer de s'appuyer sur l'Arabie Saoudite pour combattre l'État islamique? Je pense que la France et l'Europe ne peuvent pas conduire une politique qui consiste à tout miser sur les sunnites ou à tout miser sur les chiites, à tout miser sur l'Arabie Saoudite ou à tout miser sur l'Iran. On ne peut pas se payer ce luxe-là, on ne peut pas prendre ce risque-là, et donc la France doit avoir une politique équilibrée. Il n'y aura pas de paix durable au Proche-Orient sans un équilibre entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, qui sont aujourd'hui les deux grandes puissances dominantes, avec une puissance iranienne qui est une puissance montante. Il faut que la France prenne en compte ces différences et que la France ne reste pas simplement aligné sur l'Arabie Saoudite pour des raisons liées à son commerce extérieur, même si naturellement c'est un sujet important. Pour finir sur David Cameron, David Cameron demande que les travailleurs polonais qui viennent travailler au Royaume-Uni attendent un délai de 4 ans pour recevoir les aides fiscales du gouvernement. Est-ce que vous êtes pour qu'on lui accorde cette possibilité ou pas? Il n'y a aucune raison que David Cameron ait des exceptions sur ces sujets-là. Si on l'accorde à la Grande-Bretagne, ça veut dire que tous les autres pays européens peuvent le faire. Ça, les Britanniques sont très forts pour utiliser les règles européennes au service de leur propre économie. Il faut qu'ils en acceptent les contraintes. En tout cas, il ne peut pas y avoir en permanence un régime d'exception pour le Royaume-Uni. Est-ce qu'il faudrait que tout le monde ait ce retard, j'allais dire, à l'allumage des aides fiscales ou sociales qui sont accordées aux migrants intra-européens, ou est-ce qu'il faut rester sur le système absolu de non-discrimination qui est celui actuel? Je pense que l'Europe ne survivra pas à l'abandon de ce système de non-discrimination et qu'on a d'autres priorités aujourd'hui qui sont l'immigration non européenne, l'accélération des flux migratoires venant d'Afrique et venant du Proche-Orient. C'est une autre priorité que la question du plombier polonais. Sur les migrants, pour terminer, les Européens ont promis 3 milliards d'euros au régime de M. Erdogan en Turquie pour gérer les réfugiés. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne politique? Je pense que c'est une politique illusoire. M. Erdogan nous fait chanter. Il laisse passer les djihadistes sur son territoire sans aucun contrôle, ce qui témoigne à mon avis d'un choix stratégique. Son armée vient d'abattre un avion de la coalition, un avion russe qui combattait notre ennemi commun, et il bombarde les Kurdes qui sont nos alliés dans le combat contre l'État islamique. C'est donc une politique qui est une politique inacceptable et sur laquelle on ne peut pas fermer les yeux. Et ce que je reproche à la diplomatie française et au président de la République française, c'est de ne pas élever la voix sur ces questions-là. La France a une responsabilité considérable compte tenu de son poids, compte tenu de son engagement dans la lutte contre l'État islamique. La France devrait faire entendre sa voix et exiger de la Turquie, si elle veut
bénéficier de ces 3 milliards d'euros, bénéficier d'une coopération européenne, de clarifier sa politique. François Fillon, merci.